Nous sommes vendredi 19 août 2022. Madame, Messieurs, merci de suivre Kiosque. Les titres des journaux tout d'abord. La République a titré ce matin 42e sommet de la SADC, le Rwanda désigné agresseur. C'est donc l'exclamation à la une de la République. Bonne gouvernance revient avec le 42e sommet de la SADC avec ses titres. Tshisekedi frappe fort et Congo nouveau revient à la charge. Pas de condamnation du Rwanda. Sommet SADC, un nouveau rendez-vous manqué, estime Congo nouveau. Et nous avons reçu le magazine Anapex de l'Agence nationale de promotion des exportations à son premier numéro, c'est semestriel, qui revient sur, qui valorise les produits agricoles, industriels de la République démocratique du Congo. C'est quand même une bonne initiative avec cette revue Anapex. Les journaux que nous avons reçus ce matin reviennent également sur la marche qu'a organisée, une marche de protestation. Les ressortissants d'Ignélé dans le sud Ubangui, ils protestent contre les arrêtés qu'ils qualifient d'illégaux du gouverneur du sud Ubangui, Jean-Claude Mabenze, portant nomination des autorités à la tête de l'ex-secteur. Ils étaient hier tout d'abord à la présidence et ensuite ils étaient allés voir aussi le ministre du Commerce extérieur. Nous allons en parler. Nous avons deux invités. Serge Tseka, bonjour. Bonjour madame et bonjour à ceux qui me suivent. Alors en face de lui, il y a Moïse Moussangana. Bonjour. Bonjour Gisèle. En forme? Oui. Alors nous allons d'abord commencer par, nous allons parler climat-environnement avec Monsieur Climat qui est avec nous tous les vendredis dans ce plateau de kiosque. Il s'agit bien du conseiller Malassi. Bonjour Monsieur le conseiller. Alors avec lui, nous allons parler de l'environnement. Il est conseiller au ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'actualité en environnement, c'est la pré-COP 27. On s'organise pour la tenue de ces assises ici en République démocratique du Congo. Alors où en sommes-nous avec les préparatifs de la réunion des scientifiques qui devra normalement se tenir à Yangambi? Merci Madame la journaliste et aussi merci à tous nos téléspectateurs que nous savons fidèles à cette émission kiosque et au contenu. Par rapport aux préparatifs de la réunion de Yangambi, la réunion internationale des scientifiques de Yangambi. Qui se tiendra du 5 au 7 septembre. Effectivement, donc du 5 au 7 septembre, donc dans à peu près 3 semaines, dans la cité de Yangambi, en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la province de la Chopo. Les préparatifs vont bon train. D'abord, du point de vue organisationnel, je crois que logistiquement parlant, les choses avancent à pas de géant. Et aussi, le plus important, c'est du point de vue participation, parce que comme le titre de la conférence l'indique, c'est une conférence internationale. Donc, nous avions visé obtenir des participants des 5 continents. Et cela est pratiquement sur le point de se réaliser parce que, au moment où nous nous parlons, nous avons reçu des confirmations de participation de la part de l'Amérique, de la part de l'Europe, de la part de l'Afrique, de la part de l'Océanie et de la part de l'Asie en tant que continent. Et on n'est pas allé dans les détails des pays. Donc déjà à ce niveau-là, nous sommes très satisfaits. Et pour le moment, le comité scientifique qui est essentiellement composé des professeurs des universités de la RDC et aussi de l'université de Gand en Belgique, sont en train de finaliser le programme des différentes présentations, bien entendu sous les orientations très sages et savantes du gouvernement. Et donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Donc, Yangambi, hier, c'était un rêve. Avant-hier, c'était un rêve. Hier, c'était un projet. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et la RDC est gagnante par rapport à ça. Alors, pourquoi vous avez choisi seulement la cité de Yangambi? Il y a plusieurs cités dans les villes ou les provinces de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement Yangambi? Bon, ça c'est une très bonne question. Autant vous posez cette question, moi je peux aussi me poser la question inverse. Donc pourquoi pas Yangambi? D'abord, Yangambi c'est une partie de la RDC, c'est une cité. Et une cité qui a une histoire.
sur le plan environnemental. Donc, comme je le disais, je crois ici, encore la fois passée, et c'est une bonne chose que les auditeurs aient posé cette question. Comme ça, on va bien marteler, on va river le clou. La spécialité de Yangambi. Voilà, la spécialité de Yangambi, c'est premièrement son histoire. Vous savez qu'à Yangambi, ont été développées une série de recherches qui, notamment, ont mis au point des variétés de palmiers à huile qui ont fait la beauté de certaines économies, telles que l'économie de la Malaisie, telles que l'économie de l'Indonésie. Nous en parlons aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes fiers que cela aurait pu profiter à la RDC, mais par certaines de nos erreurs du passé, les autres en ont profité. Donc ça, c'est sur le plan historique ce que Yangambi vaut. Yangambi est connu à travers le monde. Et aussi, pour revenir au présent, depuis 2017, il y a un projet qui a été lancé à Yangambi avec l'appui de l'Union européenne, du Royaume de Belgique et de l'Université de Gand en Belgique. Le projet qui a implanté ce qu'on appelle la tour à flux. Et la tour à flux, c'est un bâtiment métallique, un dispositif électronique très intelligent qui nous permet de mesurer les échanges gazeux entre la forêt et l'atmosphère. Et plus précisément, la tour à flux nous permet de mesurer combien nos forêts séquestrent le carbone atmosphérique et dégagent l'oxygène que l'humanité a besoin pour respirer. Et c'est à travers ce projet que l'idée est venue à son Excellence, Madame la Vice-Première ministre, en charge de l'environnement, Eva Zaïba, en visionnaire dans son secteur. Elle s'est dit, mais avec ça, nous pouvons faire quelque chose. Parce que nous sommes allés à Yangambi visiter, vous avez vu les images ont circulé, elle est montée à la tour à flux de 55 mètres de hauteur, parce qu'elle voulait tâter du doigt la réalité. En redescendant, elle a été interpellée, parce que la cité se meurt. Yangambi, c'est bien, ça a un nom, mais Yangambi est jusqu'à peu, c'était un mouroir. Donc les projets, que ce soit de recherche, que ce soit l'Institut facultaire agronomique qui avait à un moment donné été stoppé et renvoyé, je crois que c'était en 1992, renvoyé à Kisangani, avait stoppé. Les infrastructures de l'État, n'en parlons pas. Vous connaissez l'état dans lequel notre pays se trouve à cause d'une gestion calamiteuse dans le passé. Ce qui fait qu'elle s'est dit, on doit faire quelque chose pour ressusciter cette cité. Et avec cette tour à flux, qui est un projet qui a été lancé avec l'appui des partenaires et l'appui de la communauté locale de Yangambi, pourquoi ne pas greffer d'autres projets? Pourquoi ne pas attirer l'attention d'autres partenaires? Pour développer la cité. Voilà, aujourd'hui nous avons une tour à flux. Demain on peut avoir des projets agricoles, des projets de bâtiments, des projets. Et c'est comme cela que la meilleure manière de le faire, c'était d'attirer le monde à Yangambi. Okay. Donc c'était une stratégie qui était savamment montée, c'était un défi parce que partout, là où Mme Eve a parlé de ce projet de Yangambi, les gens n'en voulaient pas. Et vous comprendrez pourquoi dans les explications, ils n'en voulaient pas parce que ils veulent, quand je dis ils, c'est vraiment un gros inconnu, ils veulent de manière générale que nous demeurions dans l'inconscience de ce que nous avons réellement en termes de ressources. Aussi longtemps que nous ignorerons ce que nous avons, ce que nous sommes, et nous ignorerons comment valoriser ce que nous sommes, il y a certains pays, certains individus quelque part dans le monde qui seront à l'aise. Mais l'inverse les a gênés. Mais malheureusement, comme je le disais, c'était un projet dans le passé, mais maintenant c'est une réalité. Puisque vous avez évoqué de valoriser les ressources, mais beaucoup de questions se posent aussi surtout au sujet du choix de la cité de Yangambi. On dit que les Blancs, ils vont pour récupérer les mercures qui étaient cachés par les Belges à l'époque coloniale. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Il n'y a rien de plus rigolo et ridicule et faux qu'une telle assertion. Il y a toujours des intérêts, hein? Bon, c'est comme nous vous avons dit, lorsque son Excellence Eve présente le projet de Yangambi, les gens n'en veulent pas. Ok? D'abord, cette réaction contient un message. Ils disent, mais pourquoi aller où à Yangambi? Elle dit, non, c'est pour que les scientifiques réfléchissent sur les ressources du bassin du Congo et de la RDC. Ils disent, non, vous n'en avez pas besoin. Nous avons déjà nos études qui existent et qui vous disent ce que vous avez. Elle a dit, non, ça ne suffit pas. Nous devons écrire l'histoire de la RDC par les Congolais. Nous devons parler des ressources de notre pays par nous-mêmes.
C'est bien ce que vous avez, c'est comme ça que nous allons inviter vos scientifiques à venir avec les nôtres. Comme ça, nous essayons de parler de ces ressources-là et comment les protéger pour les besoins du climat. Donc, déjà au niveau de ces gens qui viendraient récupérer le mercure, il y a eu une résistance. Deuxièmement, si on veut récupérer le mercure dans une cité, est-ce qu'on va organiser une conférence scientifique pour ça vraiment? L'occasion fait les gens qui sont en train d'exploiter l'or, le mercure même et plusieurs minéraux à travers la RDC, est-ce qu'ils ont besoin d'organiser une conférence scientifique pour ça? Ils y vont clandestinement, ils font leur travail et puis ils repartent. Ni vu ni connu pour certains. Donc, je crois qu'il y a amalgame des choses ici. Et nous connaissons qui a émis cette pensée-là. Ce sont des personnes qui ont eu la chance d'être à la décision à un moment donné dans ces pays, mais qui malheureusement n'ont rien fait. Ce sont des personnes qui sont ressortissantes du territoire d'Isangui. Moi, je ne suis pas d'Isangui, mais je suis de la RDC. Aussi longtemps que Isangui sera en RDC, c'est chez moi. Donc, ce sont des gens qui sont de Isangui, mais qui n'ont rien fait pendant qu'ils avaient la chance de faire quelque chose, et qui se trouvent surpris par le fait que quelqu'un, une vice-première ministre, vienne avoir du souci de leur territoire plus que eux-mêmes. Alors, ils sont en train de propager des mensonges dans le but, suivez-moi très bien, parce qu'un projet, quand il est lancé, dans le but de pouvoir nuire d'abord à l'organisation, de pouvoir stopper, décourager ces initiatives, parce qu'avec ce qu'elle a fait, ils ont eu maintenant des idées de ce qui peut être fait. Mais malheureusement, c'est trop tard parce que, comme je le disais, aujourd'hui c'est déjà une réalité. Il n'y a pas de mercure à récupérer. Il faut. Alors on va terminer avec vous. Vous avez, dans l'organisation, vous avez mis en place des hôtels flottants. Oui. Et pourtant, il fallait réhabiliter les bâtiments de Yangambi. Pourquoi les hôtels flottants? Voilà, je crois que c'est une question, et je respecte les auditeurs quand ils se posent cette question-là. Vous savez, la RDC tout entière est un chantier. Récemment, on a vu le sommet, je crois, c'était le sommet de la CEAC, ça s'est passé ici à Kinshasa, et ça s'est passé sous un chapiteau. On ne va pas demander aux organisateurs pourquoi vous avez mis un sommet sous un chapiteau. Nous avons beaucoup à faire dans notre pays. L'essentiel, ce n'est pas de réhabiliter aujourd'hui ou de construire. Pour le moment, ce qui est le plus important, c'est cet objectif-là. Avec un petit budget, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Vous comprenez? Et avec un temps très limité, qu'est-ce que le vice-premier ministre à l'environnement pouvait faire? Il y avait un choix à faire. Et ce bateau-là qui a été réhabilité, ce n'est pas le bateau des Centrafricains. Ce n'est pas les bateaux des étrangers, c'est le bateau de la RDC, c'est le bateau de l'ONATRA. Parce que derrière le projet, regardez, les gens nous ont posé la question, pourquoi ne pas réhabiliter les hôtels? Mais vous allez réhabiliter des hôtels à Yangambi, qui va habiter dans ces hôtels? Qui va aller les visiter? Par la suite, comment vous faites? Ok? Vous devez d'abord faire de Yangambi un centre d'intérêt. C'est ça l'objectif. Lorsque Yangambi sera devenu un centre d'intérêt, avec toutes les nationalités qui sont en train de venir, tous les scientifiques qui sont en train de venir, lorsqu'ils seront convaincus et que, avec le leadership de Mme Eva Zaïba et de tout le gouvernement, Yangambi sera relancé, ce sera facile de pouvoir faire pas seulement des réhabilitations, mais des constructions. Merci, monsieur. Nous sommes spécialistes en réhabilitation, mais parlons ici de la construction, un monde nouveau. Ces bâtiments, il y a des bâtiments là qui sont sur le point. Vous n'allez pas me parler de la réhabilitation, il faut parler de la construction, de la modernisation, et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Merci, monsieur Climat. En plus, peut-être pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, je m'excuse, il y a un ministère des infrastructures. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Quand le ministre de l'Environnement intervient, il intervient dans des aspects bien spécifiques, verticaux, qui sont les aspects environnementaux. Ensuite, les autres ministères aussi se greffent. Okay. Il y a une collaboration. Voilà, il y a une collaboration. Ouais. Ils peuvent maintenant faire des projets de réhabilitation de Yangambi, et je crois que c'est vraiment l'occasion de le faire. Peut-être un message de la fin à lancer à la population de Yangambi. Bon, à la population de Yangambi, je dirais tout simplement ceci. Le leadership féminin a été très favorable par rapport à Yangambi. Ne suivez pas les personnes qui sont en train de propager des messages négatifs. Ce projet est un projet pour Yangambi, pour sa population et pour toute la République démocratique du Congo. Les personnes qui viendront, les étrangers qui viendront, nous sommes des Africains, nous allons les accueillir comme on le peut,
Ils vont travailler, tout le travail qu'ils vont faire, c'est pour la RDC, pour le bassin du Congo et pour la cité de Yangambi. Et si les activités, la conférence se passe très bien, et nous croyons que ça se passera très bien avec votre appui, ils rentreront, mais ils reviendront d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ce moment-là que vous comprendrez que pour pouvoir cueillir un fruit, vous devez d'abord s'aimer. Et ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est de s'aimer des semences de développement pour Yangambi, pour les territoires d'Issangui et pour toute la province, et pourquoi pas la RDC. Merci, monsieur le conseiller Malassi. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons le vendredi prochain pour toujours suivre l'évolution des préparatifs de la COP 27. Avec plaisir, madame. Alors, je reviens avec Moïse Moussangana et Serge Ntseka. D'abord avec cette nouvelle triste où les juges, tout le monde en parle, les réseaux sociaux, partout, depuis hier, le décès du juge qui avait prononcé l'acquittement de Caméré. On essaie un peu de faire allusion à son décès, la politique. Serge Ntseka, qu'est-ce que vous en dites? Parce que les réseaux sociaux étaient enflammés hier avec ce décès. Oui, merci madame pour la question, mais avant de répondre, je voudrais dire deux petites choses. Depuis quelques jours, on a levé les scellés qui interdisaient la poursuite des travaux d'électrification du camp Luka. Comme vous le savez, l'IGF et les services de parquet avaient mis un scellé suite à la publication d'un certain média et de certains députés qui avaient parlé de spoliation, de détournement par rapport au projet Kanluka. Et il y a quelques jours, 2-3 jours passés, les inspecteurs de parquet sont venus lever ce scellé. Donc on laisse maintenant à la SNEL la possibilité de faire d'électrifier Kanluka. C'est un projet pilote qui va s'implémenter sur les autres quartiers et même sur l'ensemble du pays, moderniser le réseau, l'assainir. C'est pas là mon propos. J'ai vu avec quel acharnement, avec quel engagement certains journalistes et certains politiques se sont jetés sur cette affaire-là pour crier au scandale. C'est comme si nous sommes là pour accuser à charge. Donc nous sommes des témoins à charge. Donc faire ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Mais quand aujourd'hui on a levé ce scellé-là, aucun média n'a parlé. Personne, ni journaliste. Mais moi j'en parle comme journaliste parce que je suis les dossiers. Quand Lucas, ça me concerne parce que Kinshasa, c'est aussi mon champ d'action. C'est-à-dire que je suis en train de constater qu'il y a cette irresponsabilité de certains politiques et de certains médias qui voudraient voir le Congo à genoux, qui ne voudraient pas voir le Congolais émerger, faire du bien. C'est-à-dire qu'on a accusé certains dirigeants, certaines entreprises d'irresponsabilité, de vol et détournement, jusqu'à porter atteinte à l'honneur de gens qui ont la confiance de la République parce que nommés par l'ordonnance du chef de l'État. Et mais quand il y a la décision contraire qui contredit l'IGF, qui contredit la justice, je le dis, personne ne parle. C'est une mentalité que nous devons changer, nous de la presse et des politiques. Et la deuxième chose, on a cassé un bureau, le bureau de la police et du quartier on est à Kinsuka, station CPA, parce que on devait réaménager, réhabiliter. Non, c'est très important, Moïse. C'est très important de le dire. Rapidement, aujourd'hui, la police et le bureau du quartier travaillent sous l'arbre. L'autorité urbaine qui avait pris l'engagement de construire, de doter de nouveaux bâtiments, c'est-à-dire, ce sont les symboles de l'État. Les chefs de quartier représentent par ricochet les chefs de l'État à la base. Ils sont sous l'arbre aujourd'hui. Si vous avez un contentieux ou vous êtes invité à la police, c'est sous l'arbre. La pluie va revenir dans quelques jours. Comment ces gens-là vont travailler? Si on ne le dit pas ici, qui va le dire? Donc j'interpelle l'autorité de l'État, tant le ministre de l'Intérieur, au niveau national et provincial, tant le gouverneur de la ville, de s'investir pour que l'autorité, l'État que nous sommes en train de défendre ici soit quand même honoré. C'est catastrophique. Le journal de la ville a fait un reportage là, mais c'est vraiment triste. Merci, le message est passé. Alors revenons sur le sujet. On parlait du juge qui est décédé, on fait allusion à la politique par rapport à ça. Malheureusement, quand il y a mort d'homme, quand il y a mort de compatriotes, c'est toujours triste, c'est un moment très malheureux. Et en ce qui concerne le procès Vital Caméré, malheureusement, on a compté quand même des morts. On a compté des décès, des familles éplorées.
Mais je ne voudrais pas m'inscrire dans la logique du complot. Penser que à chaque fois qu'on parlerait des Camérés, on associerait ce nom au décès des personnes. De quoi le juge est mort? Est-ce que le juge est mort du fait du procès? Le juge est mort pendant le procès, comme le juge Yanni, d'heureuse mémoire. Après la Est-ce que, avons-nous des éléments, hein, je parle vraiment en journaliste avec tout ce qui cela impose comme limite, qu'on peut établir un lien de cause à effet? Pourquoi ce sont seulement les autres, ceux qui sont censés faire leur travail, qui devaient mourir, et non pas les concernés, les acteurs du sujet? Je suis très mal placé pour tirer des conclusions, mais je regrette seulement, et dans le cas où ça serait le cas, que ceux qui sont en train de travailler pour la République ne soient pas suffisamment protégés. Nos juges, nos magistrats, tous ceux qui sont tentés de traquer le fraudeur, tous les inspecteurs, même des finances, des santé, de les pester, même des forces armées, de la police, devraient bénéficier d'une certaine protection. Comme ça nous enlèverait le prétexte de penser que le monsieur est mort du fait de, parce qu'on n'est pas légiste, on n'est pas médecin, et pour pouvoir dire ça, ce n'est qu'un regret, et la République est en train de a perdu encore une fois un homme de valeur, et qu'on n'arrêtera jamais de pleurer. Alors Moïse Boussangana, par rapport à ces décès, on réfléchit un peu, la population a réfléchi un peu à l'Africain, c'est-à-dire qu'ils voient un peu la spiritualité, voient là un peu dans cette affaire du procès de Vital Caméré. Bon, je crois, comme Serge venait de le dire, hein, on ne peut pas être content de la mort d'un concitoyen. C'est un jeune magistrat qui avait encore de l'avenir devant lui. Il est mort. Je crois qu'il faut compatir avec sa famille et comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi, au Congo, on veut racoler beaucoup de choses à d'autres. Parce qu'à contrario, si on dit, c'est pas absurde, je voudrais dire, que le juge Yanni, qui est mort au cours du procès Caméré, aurait été supprimé par les gens des Camérés, mais les gens qui l'auraient supprimé seraient contents pour celui qui l'a acquitté. Donc vous voyez qu'entre les deux versions, le juge Yanni et le magistrat, le juge Nkonko, je crois que c'est son nom, vous voyez qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Je crois qu'il y a un peu, dans Kinshasa, ce que Mobutu même avait dit, les lobbies et comme ça. Donc je crois qu'on veut toujours attacher. Je pense qu'il faut laisser Caméré tranquille. Il vient de connaître 2 ans de preuves difficiles. Je crois qu'il faut les laisser tranquilles, qu'il essaye un peu de se refaire. Et j'ai dit que je suis parmi les gens qui ont suivi pas à pas ce procès, et je n'ai pas été tendre avec lui dans ce procès, mais je crois qu'il est temps de les laisser tranquilles. Donc ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'il avait été injuste, et voilà. Je crois que si c'était alors, ça doit être des gens qui sont mécontents que Caméré soit libéré. Donc alors vous voyez que nous sommes là dans l'absurdité. On dit que le prononcé n'était pas correct, voilà. Moi je dis que nous sommes là dans l'absurdité. Donc ce que je voudrais dire, c'est que on laisse ce monsieur-là tranquille, qu'il ait le temps de se refaire, parce que 2 ans en prison, ce n'est pas peu. Hein. Et nous on dit paix à son âme. Hein. Je voulais ajouter quelque chose. Je crois que quelque part, le Congolais doit apprendre à aimer les Congos, à aimer les Congolais, à faire preuve. Si cette décision avait été prononcée par une juridiction internationale, autre, je pense que tout le monde serait d'avis que c'était une bonne décision. Je crois que les magistrats, les juges ont des éléments que nous n'avons pas, même si nous, à un certain moment, nous menons des enquêtes, nous investiguons, mais nous n'avons pas accès au même niveau que les magistrats ou le juge et les inspecteurs. Donc, à un certain moment, je pense qu'on doit arrêter de faire cette chasse à l'homme. L'homme Caméré, nous le connaissons. Moi, j'ai eu l'honneur de le recevoir depuis Raga, dans le talk show qu'on faisait le matin. C'est un monsieur d'une intelligence, d'une disponibilité, d'une grandeur de cœur exceptionnelle. Donc, tout petit journaliste que j'étais, j'ai invité le ministre de l'Information. Il s'est déplacé avec sa voiture. Il a rangé le plateau avec le collaborateur de Raga. Ce sont des choses qu'on a très peu vues
Très peu vu dans notre carrière des journalistes, c'est quoi donc La simplicité. Personne n'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer des Camérés? Beaucoup de choses. Même de la part, c'est-à-dire, si on prend l'adage selon lequel que nous sommes censés être meilleurs que les gens que nous critiquons, beaucoup ne critiqueraient pas Caméré. Beaucoup. Sur tout le plan. Parce que ce qu'on peut reprocher à Caméré, mais ça peut se vérifier sur tout le monde. On ne critique pas la personne, mais on parle du procès. Mais justement, c'est les procès qui continuent après les procès. Le juge maire, vous avez parlé de cette tendance qui voudrait relier la mort à Caméré, et comme le grand frère Moïse venait de le dire, mais c'est lui qui l'a acquitté. S'il y avait des gens qui en voulaient à ceux qui le condamnaient, devaient se réjouir. Et pourquoi ce monsieur devait mourir? Donc, on doit à un certain moment arrêter de faire la fixation sur des personnes, pas seulement Caméré, que ce soit le président de la République, que ce soit Maman Marie, que ce soit Moïse ici, qu'on regarde qu'est-ce que nous pouvons tirer des bons de Gisèle, de Montir, et c'est avec ces valeurs-là que nous allons construire le Congo, pas avec nos défauts, parce que nous en avons tous. Alors, en cherchant à construire le Congo, il faut aussi mettre fin à la guerre à l'Est. Les pays membres de la SADC, qui étaient lors de la 42e réunion de la SADC, s'est tenue ici à Kinshasa, ont pris l'engagement de porter les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui va se tenir au mois de septembre. Seka, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Nations unies, de la SADC, pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Mais je veux pas essayer de donner des faux espoirs aux Congolais. Et les Nations unies sont au Congo depuis plus d'une vingtaine d'années. Je me pose la question, quels sont les éléments nouveaux qui entreraient en compte à faveur de la République démocratique du Congo pour qu'ils agissent autrement? Parce qu'ils ont mis tout ici. Plus de 20 000 hommes, chaque année 1,5 milliard de dollars, avec de moyens colossaux, mais les agressions, les guerres de groupes armés qui naissent de leur cendres, qui renaissent, qu'est-ce que j'allais dire, de leurs cendres, pour mettre l'État congolais dans cette situation de faiblesse des peuples congolais dans le malheur. C'est aux Congolais, à nous, de trouver des solutions. Lesquelles? Ceux qui vont vouloir nous accompagner vont se signaler. Mais ne comptons pas sur une structure qui déjà, on le sait, le Rwanda, économiquement, militairement, politiquement, j'allais dire, est soutenu par le grand ténor du Conseil de sécurité des Nations Unies. On le sait. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, avec cette charge-là que Kagame leur a fait peser sur leur conscience sur le massacre rwandais, moins d'1 million de personnes, mais ici on en est à plus de 10 millions, et ça ne meut pas cette communauté internationale représentée à travers... c'est-à-dire, on entre dans une sorte de folklore qui, à la fin, donne le même résultat. Donc on va aller là-bas, où il y aura des énoncés protocolaires, il y avait des discours, des façades, mais à la fin, tant qu'on continuera à financer le Rwanda, à donner des armes au Rwanda, à protéger... Parce que quand on parle de Rwanda ici, il faut faire la part des choses. Je ne parle pas du peuple rwandais. Je ne pense pas que ce peuple puisse donner un mandat à leur chef pour investir le Congo, pour alimenter les groupes qui déstabilisent le Congo. C'est un pouvoir autocratique qui aujourd'hui devient gourmand et au même moment est en train de se tromper un peu, dans ce sens que de calendrier des dates, au jour d'aujourd'hui, plus de 100 millions de personnes déterminées comme un seul homme pour dire non. C'est-à-dire que ça pourrait durer autant de temps, mais Kagame finira par partir. Et je me pose la question, qu'adviendrait de ce pouvoir, de ces potentats aujourd'hui qui soutiennent un régime visiblement qui est là en train de déstabiliser, qui est là en train de causer du mal. Donc nous devons cesser d'être naïfs, nous, Congo. Donc on ne doit rien attendre. Nous devons nous battre pour obtenir le moyen qu'on lève cette sorte d'embargo, qui ne voudrait pas dire son nom, c'est-à-dire qu'on signale ce que nous avons besoin comme armes, au même moment que dans ces structures-là, le pro-rwandais sont là, automatiquement, c'est-à-dire on se joue de nous.
À un certain moment, moi je pense qu'on doit même arriver à boycotter ces meetings-là, ces messes-là, qui ne sont pas à notre faveur. C'est-à-dire ce sont des structures qui ont déjà arrêté leur stratégie contre la République démocratique du Congo, et à un certain moment, ils ont de notre présence pour mettre en marche, en musique, ce qu'ils ont déjà décidé. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Quelle avancée avons-nous obtenue en 20 ans? La guerre est toujours là, des forces négatives sont toujours là, et les gens continuent à mourir. Alors, c'est fatigant à la fin d'en parler même, ça nous fatigue. Alors, Moïse Moussangane, est-ce que vous êtes de cet avis-là, d'autant plus que lors de cette réunion, de cette 42e réunion de la SADC, les pays membres n'ont pas condamné ouvertement le Rwanda. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la SADC? D'autre part, si on se réfère au rôle qu'a joué la SADC à l'époque de Mouzé, hein, est-ce qu'il y a encore espoir ou comment? Oui, je suis tout à fait à l'opposé de la lecture de mon contradicteur Serge Seka. D'abord, il faut arriver à contextualiser les choses, parce que nous sommes là en matière internationale, nous sommes là dans la diplomatie. Qu'est-ce que ça veut dire, la diplomatie? Au sens littéraire, c'est quoi? Ce sont les questions les questions qui concernent les relations internationales. C'est quoi la diplomatie? C'est l'administration l'administration des questions internationales. C'est la représentation des intérêts d'un pays à l'étranger. C'est quoi aussi c'est même la direction, l'exécution des négociations entre États. En fait, tout ça, je l'ai dit un peu au sens littéraire du mot. Donc, je voudrais dire ceci, que dans le cas du Congo, un pays qui a été presque effacé et consort, notre action diplomatique est comme une révélation du pays au monde. Le pays est en train de se révéler au monde. C'est pas une diplomatie de trop. Non, ce n'est pas de trop. Parce qu'il faudrait que le Congo intègre tous les milieux dans lesquels on peut parler de lui. Donc, le fait de parler suffisamment du Congo dans beaucoup de forums, dans beaucoup des assemblées, peut faire arriver à ce que les gens que Serge Nseka est en train de condamner aujourd'hui reviennent à la raison. Donc, aujourd'hui, je crois que le fait d'intégrer, de prendre la SADC, aujourd'hui les commandes de la SADC, comme Tshisekedi avait pris hier les commandes de l'Union africaine, il est aux commandes au CEAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays qui est en train de renaître. Il faut d'abord prendre ça. C'est très important. Ça ne peut pas peut-être produire l'effet immédiatement parce que nous sommes mal habitués, nous les Congolais. Nous pensons cultiver le matin et puis cueillir le soir. Non. Il y a des choses qui s'investissent qui doivent prendre du temps. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays de la SADC pris indistinctement, je ne me rappelle pas d'une déclaration choc qui a été prise à l'endroit du Congo, mais au moins ici. Donc je ne suis pas aussi d'avis avec Congo Nouveau qui dit que un échec. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Le Congo est en train de se révéler. Le Congo est en train de faire que ces problèmes soient connus, même s'ils étaient connus, mais il faut que ça soit connu au grand jour. Donc c'est une avancée que nous sommes en train de connaître. Mais les résultats viendront peut-être avec le temps. C'est aussi la même chose. Là, j'en profite par exemple pour dire, j'ai vu aujourd'hui la question par exemple du docteur Mukwege qui est en train de faire polémique à travers les réseaux sociaux, surtout qu'il n'est pas là, qui Kisangani et consort. Tout est dû, peut-être à mon avis, à son tweet. Son tweet qui dit, même si par ailleurs, je ne suis pas d'accord qu'on ferme la gueule aux gens, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je dis ceci, que tout sur le docteur, par exemple, part de son tweet, qui parle de quoi? S'agissant du déploiement de troupes burundaises, oui, il dit que il a dit quoi? Il a dit que c'est un échec de la diplomatie, c'est une humiliation, il ne faut pas externaliser nos problèmes et qu'on sort. Mais non, c'est que les gens pensent que ce que le Congo a, c'est qu'on est comme problème, c'est à partir du Rwanda seulement. Non, les détonateurs des questions que nous avons aussi aujourd'hui dans les Grands Lacs, c'est la situation au Burundi. Ça, les gens ne connaissent pas.
Les gens ne connaissent pas. Vous savez que le régime démocratique élu au Burundi, qui a fait que Dadaye arrive au pouvoir, a été détruit volontairement pour des raisons de géopolitique tribale. Et quand il y a eu ce problème, ça a soulevé la vague de violence qui a changé le paysage politique de la région. Et cela a même consolidé le système de guerre dans notre région. Ça, c'est le prof Bioya qui l'a dit, mais il est complété par un de ses collègues, le professeur Balanda, l'ancien président de la Cour suprême de justice, qui dit que ces nouveaux contexte qui a été créé par les changements du paysage politique dans la région a abouti au renversement de pouvoir des régimes en Ouganda et au Rwanda, avec la quête d'un renouveau politique au Congo. Mais ce que nous sommes en train de connaître ici, c'est le renouveau politique au Congo qui a été souhaité par le Rwanda et l'Ouganda, qui accusaient les Zaïre à l'époque d'être les sanctuaires, d'être la base arrière des rebelles qui menaçaient le régime rwandais et le régime ougandais. Donc il ne faut pas avoir une vue étriquée, il faut avoir une vue élargie. Donc parce que dans ce contexte, parce que si je peux revenir un peu sur le Burundi, vous savez que Dadaye était réfugié au Rwanda, c'était un Hutu. Il a été soutenu par le pouvoir Hutu qui était au Rwanda avec Habyarimana. Donc quand il arrive au pouvoir au Burundi, ça voudrait dire qu'il y a l'axe Hutu chez les Rwandais et les Tutsis risquent de ne plus émerger. C'est ça, ça a précipité beaucoup de choses. Donc il ne faut pas négliger le Burundi dans la résolution de notre situation. Monsieur Moussangana, ce ne sera pas nouveau. Est-ce que les troupes burundaises, ce serait la première fois qu'ils accèdent au territoire congolais? Okay. Moi, je ne veux pas me perdre dans tout cela. Mais je voudrais vous dire ceci, que nous devons nous mettre en tête que le Burundi est à la base de la conflagration que la région a connue et que, s'agissant des solutions à trouver au Congo, on ne peut pas oublier le Burundi. Donc, je vais terminer par là, pour dire que ce n'est pas ce qui a été fait à Kinshasa, ce n'est pas un rendez-vous de trop ou un rendez-vous manqué, mais c'est un rendez-vous qui rentre dans l'ordre des choses. Parce qu'on a dit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a l'expert environnementaliste qui était ici, qui nous a parlé du monde qui va se retrouver à Yangambi, qui va se retrouver aussi à Kinshasa à travers la conférence des ministres. Ça voudrait dire quoi? C'est une avancée sur le plan diplomatique en matière d'environnement. Nous sommes dans ce pays, le Congo, pays solution et consort, cela n'a jamais existé. Aujourd'hui, ça voudrait dire que le Congo est en train de faire entendre sa voix. Donc petit à petit, je crois que les Congolais pourront y arriver. Mais pour cela, il faut s'organiser sur le plan politique, la gouvernance politique, la gouvernance économique. Il y a encore beaucoup de déficits dans ce sens-là. Merci, monsieur. Et voilà, donc la situation que nous connaissons, nous la déplorons tous, mais ce n'est pas. C'est une situation qui dure depuis plus de 25 ans, qui a créé même une économie de guerre dans notre pays. Donc ce n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui tirent profit de la situation que nous connaissons et qui ne sont pas prêts. Et quand on parle, par exemple, de la MONUSCO et consorts, l'ONU, je ne vais pas me mettre beaucoup dans cette polémique-là. Je voudrais seulement dire ceci, que même s'agissant du régime Tshisekedi, quand Tshisekedi est proclamé président de la République, quelle est la délégation africaine qui veut venir ici? C'est la délégation conduite notamment par le président rwandais qui était président de l'Union africaine à cette époque-là, qui contestait les résultats du Congo, alors que lui venait une année avant d'être élu à la soviétique avec 97% de voix. Donc voilà. Alors, mais qu'est-ce que, ça c'est mon point de vue, qu'est-ce que Kagame cherchait?
j'ai cherché à lier. Je reviens, vous la parole je vais terminer par là. Oui, je vais terminer par ça. À lier le pouvoir de Kinshasa. Malheureusement, mais qui a sauvé le pouvoir de Kinshasa qui était en train de s'installer, c'est Antonio Guterres, qui a dit que ce qui a été décidé à Addis Abeba, c'était dans une réunion informelle et que ça ne comptait pas pour les Nations Unies. Merci Moïse Moussangane. Alors Serge, tout à l'heure vous disiez que avec les États-Unis, les Nations Unies, ça a échoué, mais à la lumière de déclarations qu'a fait le ministre de la Défense en Russie lors de la 10e conférence sur la sécurité internationale où il appelle au soutien de la Russie par rapport à la situation de l'Est, on peut dire que quelque chose se prépare entre la République démocratique du Congo et Moscou? Voilà, je crois que je respecte l'angélisme et le classicisme de Moïse Moussangana, mais je n'adhère pas à cette lecture qui est d'ailleurs historiciste, j'allais dire, et qui ne correspond même pas à la question posée ici, à mon avis, parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer. Moi, j'ai dit pas grand-chose du fait de ce que je venais d'avancer tout à l'heure là. Mais l'élément nouveau, en dehors de l'intégration de la République démocratique du Congo dans l'Union des États de l'Afrique de l'Est, n'y est pas. Nous avons toujours été membres de la SADC, de la CEAC, de l'Union africaine. C'est-à-dire, on ne crée pas la boussole. On ne donne pas l'impression que le Congo existe depuis 2018-2019. Non, le Congo a toujours existé. Avec les mêmes personnes, avec la même démarche. Aujourd'hui, à la seule différence que le président de la République exerce son leadership à la tête de ces organisations, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps. Mais en termes de résultats, soyons sincères, regardons-nous dans les yeux, qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer? Quand nous savons, mais il y a déjà 20 ans passés. Ça fait plus de 20 ans, madame Gisèle. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer quand nous savons, et ça on ne veut pas le voir, on ne veut pas les signaler, le soutien, les mentors du Rwanda aujourd'hui de Paul Kagame, c'est qui? Mais c'est les gens vers qui nous accourons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme galon, tant au niveau des sous-régionales, tant au niveau du continent. Le président de la République a été président de l'Union africaine. Qu'est-ce que nous avons obtenu en termes d'avancée en ce qui concerne le conflit à la République démocratique du Congo? Je ne suis pas ici en train de dire que rien n'est fait. La diplomatie agissante, c'est très bon, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Quand les États-Unis avaient décidé de frapper l'Irak de Saddam Hussein, les États-Unis, le siège des Nations Unies, c'est dans leur pays, membre du Conseil de sécurité, ils avaient, Bush s'était référé à qui? À personne. C'est 48 heures après qu'il avait saisi le Sénat pour les intérêts des États-Unis. Moi, je parle des intérêts du Congo. Quand le Russe, membre permanent du Conseil de sécurité, décide d'assiéger l'Ukraine, la Russie s'est référée à qui? Mais en vertu de quoi devons-nous toujours être les politiquement corrects? Nous devons être toujours ces gens qui font la diplomatie avec des gens qui nous trahissent. La Grande-Bretagne soutient le Rwanda, les États-Unis soutiennent le Rwanda, la France soutient le Rwanda. Et nous allons vers ces gens-là pour quémander leur charité, leur bonne volonté. Mais ça n'existe pas en politique, ça n'existe pas en diplomatie, c'est la réciprocité. Vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est ça la diplomatie agissante que nous attendons du Congo. On n'est pas dans les échanges dans les salons cossus où les gens échangent des civilités et des verres de champagne. Non. Nous avons besoin des résultats parce que le sang a trop coulé. Le sang a trop coulé. Et puis, c'est comme si on était dans un bal de chauve où tout le monde voudrait duper l'autre et nous sommes toujours des dindons de la farce. On doit arrêter avec cette manière univoque de voir les choses, de penser que le Congo existe depuis que Félix Tshisekedi a été... Non, la diplomatie a toujours existé, mais que ce soit hier et aujourd'hui, des avancées concrètes sur le terrain, on n'en voit pas. Aujourd'hui, Bunagana continue à être investi, ce qui n'était pas le cas hier. C'est-à-dire que le problème sécuritaire devait être approché, je suis d'avis, de manière globale, qu'on intègre la diplomatie, la force de frappe et d'autres moyens même transgressifs pour aider la République démocratique du Congo à faire mieux entendre sa voix, parce qu'on entend la voix du Congo, mais on s'en fout.
avec beaucoup de respect. À un certain moment, aujourd'hui, tout le monde va vers Poutine. Pourquoi? Poutine a pris un chemin que personne n'avait pensé. Poutine est en train de mettre le monde entier à genoux. On parle de SADC, mais il y a quelques années, lors de la mondiale en Afrique du Sud, nous, Congo, on a vendu notre courant jusqu'à la République démocratique du Congo, jusqu'à la République sud-africaine. Moi, je suis content avec le chef de l'État quand il dit qu'on doit mettre cette organisation sous-régionale au diapason d'échanger avec le monde entier. C'est-à-dire que le Congo a beaucoup à donner par rapport à son écologie, par rapport à son potentiel électrique. Si aujourd'hui, on a donné aux Congolais les moyens de réaliser tout ce qu'il a comme énergie en termes de centrales de production, mais on nous respecterait rien que pour l'énergie du Congo, on nous respecterait, et le jour où on déciderait de couper le courant à ceux qui seraient nos clients, tout le monde viendrait ici chez nous, comme on va à Russie, aujourd'hui, clamer à notre clémence. Donc, à un certain moment, nous voulons nous impuissaciser nous-mêmes, faire en sorte que les autres, qui hier venaient vers nous, ne nous respectent pas. Je partage pas l'avis de Dr Mukwege, mais à un certain moment, on ne doit pas museler la parole. Mukwege a le droit d'avoir son point de vue. C'est un point de vue d'un citoyen congolais qui ne voit pas les autres comme moi, qui ne voit pas les choses comme Moïse, comme vous, mais à un certain moment, qu'on laisse la parole se libérer. Et ceux qui ont l'impérium aujourd'hui doivent avoir les arguments, doivent avoir un discours pour convaincre nous autres, peut-être des gens qui ne verraient pas les choses de leur façon, que nous faisons ceci pour cela. On doit avoir un discours. C'est pas avec le muscle qu'on doit arranger les choses. C'est pas avec le muscle qu'on va diriger pour dire que oh linga, lingate. C'est révolu. Plus de 20 ans passés, c'est révolu, c'est passé. Alors, ma question, c'était par rapport au ministre de la Défense, Russie. Est-ce que va-t-on vers à l'ouverture de portes à Moscou? Mais justement, aujourd'hui, si les lignes semblent bouger, si les discours protocolaires, soit-ils, semblent évoluer tant soit peu à notre faveur, c'est justement parce qu'il y a la Russie aujourd'hui qui voudrait refaire le contrepoids à l'instar de l'URSS d'antan. C'est-à-dire que à un certain moment, le Congo peut dire, moi je vais vers la Russie chercher la solution à mes problèmes, et quand le Congo va échapper à la géopolitique occidentale avec les États-Unis et tout le reste, ils vont rester avec le Rwanda qui ne représente rien sur le plan stratégique, sur le plan économique. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de rétropédalage, mais qui ne dit pas son nom. À un certain, on a vu le ministre américain de la diplomatie venir en République démocratique du Congo après que le Russe soit passé. À un certain moment, on se rend compte qu'on est en train de brader quelque chose qui était au niveau des États-Unis, je suis en train de parler, qui était important pour eux. Donc le Congo n'est pas rien. Le Congo n'est pas à comparer à tous les 9 pays qui nous encerclent, parce que celui qui a le Congo peut déclencher la guerre atomique, peut déclencher la guerre nucléaire. Le Congo n'est pas un pays à laisser à la portée de tout le monde. Nagasaki en est témoin. Au Japon. Voilà. Merci. Nous passons à un autre sujet. Non, mais je dois revenir. Au retrait de la MONUSCO à Butembo. Je dois revenir un peu sur cette question de la Russie, où notre ministre de la Défense a été à un forum. Ah, si, oui. Donc, et puis il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Chantage, stratégie. Non. Je crois qu'il ne faut pas voir des choses dans ces termes-là. Le Congo a toujours des relations diplomatiques avec la Russie depuis son accession à l'indépendance. C'est pas aujourd'hui que le Congo a des relations avec les... Je crois que même du temps de Kabila, Joseph Kabila, il y a eu même un accord de défense qui a été signé avec la Russie. Et les gens ne doivent pas perdre de vue que l'Égypte, c'est un grand allié des États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis consacrent 1 milliard. Ils donnent à l'Égypte 1 milliard de dollars pour leur système de défense chaque année. Mais cela n'empêche pas l'Égypte d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Et beaucoup d'armes, d'ailleurs, égyptiennes sont des armes russes. Donc il faut voir les choses autrement. Je crois que nous avons
nous devons faire que notre esprit un peu prenne un peu de dimension. Donc nous ne devons pas être nous-mêmes nous auto-flageller, nous-mêmes nous mettre dans une situation telle qu'on ne peut rien. Ben, il faudrait savoir que, parce que comme Serge a dit, si on nous donnait, qui va nous donner? Parce que vous avez suivi les conseillers de la vice-premier ministre qui a dit que juste le fait qu'on propose qu'il y ait tenu de ceci en RDC, il y a eu beaucoup de voix discordantes. Ça voudrait dire qu'il faut lutter pour avoir ce qu'on veut, pour être ce qu'on veut être. Donc, pour revenir à l'histoire de la MONUSCO, je crois que vous parler... Quand le gouverneur parle du retrait, la MONUSCO les contredit, hein, si on peut dire ça, et parle du retrait temporel. Est-ce que la MONUSCO va quitter la RDC? C'est question juste sémantique. Les deux disent presque la même chose. On va terminer par ça. Ouais. Les deux disent presque la même chose, mais en des termes différents, pour ne pas choquer leurs publics respectifs. Donc, la MONUSCO ne dirait pas autre chose que ce qu'elle a dit et ne doit pas quitter tête baissée. Autant aussi, le gouverneur militaire ne peut pas faire n'importe déclaration pour se mettre le peuple du Kivu sur le dos. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que les deux parlent de la même chose, mais c'est question de sémantique. Donc, quand vous faites la lecture littéraire de leur déclaration, vous ne comprenez, vous croyez que ils sont opposés. Ouais. Non, c'est juste question de sémantique, mais ils sont. De son côté. Chacun doit plaire à quelqu'un quelque part. Donc alors voilà. On termine avec CK et ça sera la conclusion de Kiosque d'aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je pense que à la suite de l'aîné Moïse Moussangana, que nous devons allier tout le moyen à notre disposition, et la diplomatie, et la politique, et même les cultures. Hein. Donc nous avons différentes cultures avec nos voisins, et surtout la force de feu. Être transgressif, j'ai dit bien transgressif, c'est le faux. Arrêter de vouloir faire les politiquement correctes. Plus de 20 ans, ça n'a pas servi, ça n'a pas donné de résultats. On n'a pas le droit de continuer avec un système de jeu qui ne nous fait gagner rien sur le terrain. Merci. Voilà, merci Seka, merci Moïse Moussangana, merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Bon début de week-end à tous. Merci à Doudou Montiri, Karine Bébé, Christelle, Moro Nzambé, Dadi Poussaka, héritier Toubilandou, Urbain Kanyema au niveau de la radio. Nous nous retrouvons prochainement.